Je vais prendre. Merci, mon général. Bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet dont je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je l'ai bien creusé. Le pourquoi déjà de mon intervention, c'est en fait un dîner au mois de février dernier où le directeur général intervenait, un dîner avec des gens qui s'intéressent à l'histoire et au cours duquel Thierry Lenz était intervenu pour présenter son dernier ouvrage sur Napoléon III. Et étant un des militaires de la bande, si je puis dire, généralement on prépare des petites interventions et moi j'étais intervenu sur la guerre de 70. Et donc du coup, le directeur général m'avait sollicité pour intervenir lors d'une conférence. Donc voilà le pourquoi du comment. J'indique aussi des limites de mon intervention. C'est que moi je suis passionné, comme un certain nombre d'officiers, par le Premier Empire, Napoléon, le premier. Je connais moins Napoléon III, mais enfin bon, mais je suis plutôt. Et puis surtout, je suis scientifique, je ne suis pas historien. Donc vous avez pu avoir des intervenants qui étaient des super pros et qui ont écrit des livres, etc. Moi, je ne suis pas historien. J'avais creusé le sujet lors de ce dîner, mais je ne suis pas un spécialiste du Second Empire. Pour autant, donc, on a choisi avec le directeur général ce sujet. Le titre est un peu faussé, j'y reviendrai d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément la fin du Premier Empire, d'autant plus que le cœur de mon intervention, ça va être quand même effectivement la défaite de 70. Alors, je vais me limiter, donc ça va aussi frustrer. Moi, je m'arrêterai à la capitulation le 4 septembre, hein, enfin, ou la capitulation le 2 septembre et la chute du Second Empire le 4 septembre. Bon, vous pourrez me poser des questions peut-être sur la suite de la guerre de 70, mais là, on atteindra très vite les limites de mes compétences. Je finirai peut-être les... Donc, je ne vais que jusqu'à cette date-là. Voilà. Alors, mon objectif, c'est d'une part, et ça avait été l'objet de mon intervention lors de ce dîner, c'est, j'avais été frappé d'ailleurs, par les raisons qui faisaient que, je dirais, la défaite était inéluctable en fait. Alors c'est toujours facile après coup, mais pour des raisons d'effectifs, de commandement, d'équipement, etc. Quand on regarde à froid tous les éléments de la décision, si je puis dire, on se demande même pourquoi la France s'était lancée dans cette aventure. Donc, ce que je vais proposer, c'est d'abord de faire un petit rappel de cette première partie de la guerre de 70-71, celle qui va jusqu'au 2-4 septembre, et puis surtout, après, dans un deuxième temps, essayer de voir pourquoi on l'a perdu, pourquoi l'empereur a perdu cette guerre. Alors, mon objectif, effectivement, c'est de... alors, je vous ai dit, le titre était un peu faux parce que dans mon intervention, on passera en fait de, je dirais, les dernières grandes victoires sur les Prussiens seuls, ou seul à seul, si je puis dire. Bon, il y a toujours des alliés de part et d'autre. Hein. Donc, Jena et Auerstadt avec Napoléon sur Jena et Davout qui s'est occupé de Auerstadt en 1806. Donc, dernière grande victoire contre les Prussiens avant des défaites, mais généralement contre des coalitions, hein, donc la fin du Premier Empire, et comment on arrive, d'un point de vue militaire, en l'occurrence surtout, à la chute de Sedan et la capitulation le 2 septembre. Alors, je ne vais pas refaire tout le sujet diplomatique, tout l'environnement diplomatique. Je vais me concentrer quand même plutôt sur les opérations. Mais on rappelle quand même qui sont les responsables, je dirais, de part et d'autre. Bon, on a d'un côté, évidemment, l'empereur, Napoléon III. Et puis, de l'autre côté, le roi de Prusse. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas un historien. J'espère ne pas faire trop d'erreurs. Là, je suis devant des éminents spécialistes, en tout cas beaucoup qui s'intéressent, voire des super spécialistes du sujet. Donc, n'hésitez pas, si je fais une erreur, moi, je corrigerai derrière. Et puis, d'autre part, je ne parle pas allemand. Alors, donc, si de temps en temps, je prononce de l'allemand et je prononce mal, veuillez me pardonner. Donc, le Guillaume Ier, donc, roi de Prusse. Et je mets tout de suite, parce qu'on est au niveau politique, Otto von Bismarck, donc, qui est, alors, tous ces titres, hein, donc,
chancelier de la Confédération de l'Alliance du Nord, qui est chancelier du Royaume de Prusse avant. Bon. Donc, qui est le politicien, hein, avec une grande volonté de rassembler, au profit de son roi, de rassembler tous les États allemands. Donc, on a un objectif politique extrêmement fort qui s'est traduit d'abord par les guerres, notamment par les guerres, donc les guerres de duché contre le Danemark, mais surtout contre la guerre contre l'Autriche. Et puis, avec l'objectif derrière, de prendre le dernier obstacle à cette réunification, enfin cette unification des États allemands qui est, vue du côté prussien, la France. J'espère que je parle assez près du micro. Non, et là où, du côté français, l'objectif politique, il est plus flou. Il est effectivement de faire contrebalancer l'influence grandissante de la Prusse, mais on n'a pas un objectif majeur là où il y a une véritable volonté du côté prussien. Alors, c'est pas pour, j'ai pas mis les noms, mais c'est pour des devinettes comme ça en même temps. Alors, on descend au niveau militaire. Il y a le politique toujours, qui fixe les orientations, les objectifs politiques, et puis ensuite, il y a la stratégie militaire qui se met en place. Alors, déjà, première chose, c'est que du côté français, j'ai mis les figures qu'on va retrouver dans mon intervention, au moins du côté français, et puis certaines du côté prussien. Donc, l'empereur est chef des armées. On va voir que ce n'est pas aussi net que ça. Il a comme ministre de la guerre, donc le premier à gauche, le maréchal Leboeuf, polytechnicien, artilleur, et puis qui est ministre de la guerre. Et donc vous avez ensuite deux autres maréchaux. Au milieu, le maréchal Bazaine, qui commandait le premier corps. On va en parler beaucoup. Et puis, avec une belle moustache blanche sous son bicorne, le maréchal MacMahon. Voilà. Donc, deux des principaux chefs militaires français qu'on va retrouver dans notre affaire de la guerre de 70. Je pourrais présenter, parce qu'il y avait, on va le voir dans l'organisation, 7 corps au début de la guerre de 70. Là, je vous présente que les deux chefs de corps d'armée qui, en fait, vont prendre plus d'importance que les autres. Du côté prussien, on a deux grandes figures militaires. On a ici von Moltke, donc le maréchal von Moltke. Donc c'est le grand stratège allemand qui a mené à la victoire la Prusse contre les Danois lors de la guerre des duchés, et surtout, qui a été lui-même à la manœuvre, contre les Autrichiens, notamment à Sadowa. Donc, von Moltke, c'est le stratège, celui qui s'occupe des opérations. Et puis, il y a, alors je ne sais plus s'il est général-maréchal, von Roon, qui lui est le ministre de la guerre, mais qui est beaucoup plus sur l'organisation, l'intendance, les équipements, etc. Donc, il y avait et une bonne répartition entre deux. En termes d'organisation militaire, mais je vais y passer. Et puis vous avez ici, je l'ai mis, cette gravure, j'ai trouvé intéressante, parce que ce succès de la guerre de 70, mais pas uniquement d'ailleurs de la guerre de 70, elle est due à ce trio. Donc vous avez sur la gauche Bismarck, au milieu von Roon, et à droite von Moltke. Donc c'est ceux qui ont permis, derrière le roi Guillaume Ier, de monter en puissance la Prusse. Alors l'organisation, je vais vous donner l'organisation au départ, les effectifs, et on verra pourquoi il y a ces effectifs-là dans une deuxième partie, sur les explications justement. Donc du côté français, il y a une armée au départ. Donc là, on est vraiment... alors je vois qu'il y a 2 ou 3 dates qui sont annoncées pour la déclaration de la guerre, parce qu'entre le vote et puis l'annonce officielle, etc., entre le 17 et le 19 juillet, enfin voilà, 19 juillet, la guerre est déclarée officiellement. À ce moment-là, il y a une seule armée sur l'Est, une grande armée du Rhin, de l'ordre de 200 000 hommes, qui est commandée par l'empereur Napoléon III, avec le maréchal Leboeuf, notre ministre de la guerre qui est passé, major général. Poste
pas très bien définie d'ailleurs aussi. On reviendra sur ces problèmes de commandement. Donc cette armée du Rhin, elle comprend la garde impériale et 7 corps d'armée, je vous ai dit, répartis, je dirais, de Strasbourg jusqu'au nord. Donc on retrouve ceux que je vous ai cités, le premier corps de MacMahon qui lui est en Alsace et à Strasbourg, et le troisième corps du maréchal Bazaine qui lui est à Metz. Au total, armée du Rhin plus quelques troupes derrière, je dirais prêt pour les opérations, il n'y a pas beaucoup plus de 250 000 hommes. Du côté prussien, on a Guillaume Ier, généralissime, chef des armées, le maréchal von Moltke, chef du grand état-major général. Donc on a bien un commandement unifié qui commande quoi? 3 armées, donc qui au cumulé font de l'ordre de 340 000 hommes. Et avec la première armée, le général von Steinmetz, qui est à Trèbes, on va voir une carte après, 50 000 hommes à peu près. La deuxième armée, le prince Frédéric Charles, qui était surnommé donc, Prince Rouge, un des vainqueurs qui s'était illustré à Sadova contre les Autrichiens, donc une expérience aussi du combat qu'on appellerait maintenant haute intensité, donc 140 000 hommes, et le Kronprinz, le prince héritier, 140 000 hommes à Landau. Bon, ça c'est ceux qui sont en première ligne, et il y a encore 4 corps derrière, on va voir à quoi ça correspond, de l'ordre de 170 000 hommes. Enfin, on a, avec des corps d'armée qui sont constitués, déjà, à effectif plein, entraînés, donc plus de 500 000 hommes. Donc, au départ du coup, si je puis dire, on a quand même un rapport de force qui est assez significatif. Alors, les opérations, comment elles se déroulent? Je vais essayer de ne pas trop m'apesantir, parce que c'est pas le... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez au fond? Pas grand-chose. On voit les flèches. Donc, je vais les commenter rapidement. Comment ça se passe? Et une nouvelle fois, je suis désolé pour les spécialistes, je vais forcément un peu simplifier. Donc, je vous ai dit, il y a nos 3 armées allemandes, hein, première, deuxième et troisième armée. Vous avez l'armée du Rhin. Le Napoléon III au départ est sur Metz. Et puis, vous avez les corps d'armée répartis. Donc, le premier corps d'armée, Alsace, avec MacMahon, et le troisième corps d'armée qui est à Metz, plus quelques autres qui sont aussi sur la frontière. Un des problèmes majeurs, c'est que manifestement, du côté français, il n'y a aucun plan, aucun objectif réel. Ils avaient travaillé sur une attaque avec les Alliés qui, en fait, pour des raisons diplomatiques, n'ont pas rejoint la France, sur une hypothétique attaque vers l'Allemagne, mais il n'y a rien de préparé, là où l'armée prussienne, alors allemande indiquée ici, parce qu'effectivement, il y avait avec eux les Wurtembergeois et les Badois, et le Wissembourg aussi, je crois. Pas Wissembourg, c'est la bataille, pardon. Qu'est-ce qui me manque? Les Bavarois, bien sûr, les Bavarois. Les Français s'en souviennent, les Bavarois, surtout à Sedan et à Bazeilles. Donc, je confondrai de temps en temps allemand et prussien, hein, même si ce n'est pas exactement la même chose, évidemment. Donc, au départ, pas de plan. Les Prussiens n'ont pas prévu, enfin, von Malk a décidé de lancer ses attaques vers le 4 août. La déclaration de guerre, vous vous souvenez, c'est le 19 juillet. Bah, les Français disent, bon, on va lancer quelque chose. Et donc, il y a une première petite bataille. C'est les Français rentrent en Allemagne, à Saarbrück, le 2 août. C'est le seul moment où il y aura quelques Français pendant 1 ou 2 journées, je crois, à Saarbrück, parce qu'en fait, il n'y avait pratiquement personne en face. Et donc, voilà, on a une tête de pont. Et puis, malheureusement pour eux, à partir du 4 août, le rouleau compresseur se met en route. Alors, le rouleau compresseur, il attaque sur deux grands axes. Premier axe, ici, Wissembourg, donc le 4 août. Donc, dès le 4 août, il y a toute l'armée de Kronprinz, 150 000 hommes. Wissembourg, c'est du 10 pour 1, je crois que 70 000 Prussiens contre 7 000 Français. Donc c'est emporté sans coup férir. Et puis l'armée prussienne ou l'armée allemande, la troisième armée, poursuit sur Froschwiller, Reichshofen. Là aussi, bataille sévère, mais grosse supériorité numérique notamment, mais aussi matérielle, on le verra tout à l'heure, des Prussiens, qui l'emportent. On a la fameuse bataille, on le verra aussi, en
termes de conséquences et d'observation, de Reichshofen, en fait, c'est Moosbrunn, enfin, il y a des tas de noms de batailles comme ça. Donc, une succession de victoires prussiennes qui font que le 10 août, MacMahon abandonne l'Alsace et se replie en direction de Châlons. Le 10 août, au bout de 6 jours. Donc, on est en train de laisser ça. Pendant ce temps-là, la 3e armée du Kronprinz, une partie fait le siège de Strasbourg et l'autre partie, on va voir, va s'occuper de la suite et on les retrouvera même à Sedan. Du côté plus à l'ouest, on a premier, deuxième corps. Enfin, au départ, le deuxième corps, qui est plus rapide, hein, le premier corps, pardon, de Steinmetz, qui rejoint Metz. Là, il y a des batailles très, très difficiles autour de Metz, notamment, alors je vais changer de carte après, donc début août, à partir du 14 et 16 août. Alors, je crois que j'ai une autre carte qui est plus précise. Je vais revenir en arrière. Donc on a ces premiers combats. La première armée arrive sur Metz et je montre juste ça pour vous montrer l'évolution. Non, c'est bon là. Ouais. Comme j'ai souvent les mêmes cartes avant, après. Donc là, après le 10 août, MacMahon se retire d'Alsace après les premières défaites et puis il y a déjà la pression sur Metz. Eh bien, l'armée française se réorganise déjà. Là où, du côté prussien, chacun a bien son rôle. Donc, vous avez l'armée du Rhin réduite, c'est-à-dire que là, vu les premières défaites, Napoléon nomme le maréchal Bazaine comme chef de l'armée du Rhin, donc il lui donne le commandement de l'armée du Rhin, armée du Rhin réduite, hein, donc, du côté de Metz, donc on en est à 70 000 hommes. Bon, il y a des renforts qui sont arrivés. Hein. Si vous allez me dire, tiens, il n'y a plus les 250, etc. Mais au fur et à mesure, il y a quand même des renforts, il y a un peu de dynamique. Et puis, MacMahon, lui, rejoint progressivement Châlons, Reims, hein, et prendra aussi sous son commandement d'autres corps d'armée pour faire une armée de Châlons. Voilà. Donc, on est passé d'une grande armée du Rhin avec ses 7 corps à 2 ensembles dissociés. L'armée du Rhin autour de Metz, et l'armée de Châlons, sous les ordres de MacMahon, du côté de la région de Châlons et de Reims. L'empereur, lui, n'est plus au commandement direct d'une armée, et il rejoint, en fait, pour des raisons politiques aussi, savoir ce qui se passe entre Paris, est-ce qu'il faut qu'il rejoigne Paris ou pas, il est avec l'armée de Châlons. Du côté prussien, les deux armées Est, donc première et deuxième, arrive sur Metz, et la troisième, elle était continuant derrière MacMahon, arrive s'empare de Nancy sans trop de difficultés. Ça nous donne ceci. Donc, vous avez vu, je vous dis, les premières batailles, Wissembourg, Wörth, etc. Donc, l'armée de MacMahon se repliait, et puis poursuivie par la 3e armée allemande. Et puis, la première armée, ici, est arrivée sur Borny. Gros combat avec les Français, qui l'emportent. C'est plutôt... Alors, c'est jamais aussi victoire totale, etc. Mais la bataille est plutôt remportée par les Français à l'est de Metz. Pour autant, prudence, Bazaine ne poursuit pas le Steinmetz qui s'était un peu précipité, qui se fera d'ailleurs taper sur les doigts par von Moltke. Mais les Prussiens, eux, sont coordonnés, donc vous avez vite la rejointe par la deuxième armée, et donc là, on est à 200 000 hommes. Deuxième grande bataille, Mars-la-Tour, c'est appelé aussi Rezonville, ça dépend du côté français ou allemand. Là aussi, bataille très importante, plutôt remportée par les Français. Là, c'est von Moltke qui avait demandé à la deuxième armée de couper la route de Paris et la logistique à Metz. Donc il y a une bataille ici. Elle est plutôt remportée par les Français. Et là où
Bazaine aurait pu faire deux choix, c'est-à-dire soit effectivement exploiter ce succès tactique à Mars-la-Tour et battre la deuxième armée seule, ou alors rejoindre Paris pour reconstituer une ligne de défense sur la Meuse, par exemple. Étrangement, et sans doute pour des raisons politiques que je ne connais pas bien, qui pourraient être données par d'autres que moi, il choisit plutôt de se replier sur Metz, ou de rester sur Metz. Dernière grande bataille avec les Prussiens qui veulent encercler Metz, eh bien c'est Saint-Privat. Et donc là, c'est une bataille qui cette fois-ci est remportée par les Prussiens. Ça y est, les Prussiens ont encerclé Metz et c'est terminé. Bazaine ne pourra plus en sortir. Donc voilà ce premier temps. Pendant ce temps-là, je regarde que je ne fasse pas quand même que la guerre de 70, ce n'est pas les raisons. Pendant ce temps-là, le maréchal MacMahon est à Châlons et lui, il va être pris, si je puis dire, entre deux feux, non, entre deux ordres contradictoires, parce que dans un premier temps, on lui demande de revenir sur Paris pour commencer à préparer la défense de Paris, en pensant qu'il va être rejoint ou que Bazaine va pouvoir se débrouiller. Et puis, lorsque Bazaine, on apprend qu'il est encerclé, eh bien, contre ordre, il faut aller au secours de Bazaine et de Metz. Il faut regrouper les deux armées qui sont actuellement dissociées. Et donc, il commence sa manœuvre. Et là, cet ordre qui est donné d'un point de vue politique à MacMahon, malheureusement, les Prussiens en sont bien informés par la presse, le journal officiel, etc., qui annonce que le maréchal MacMahon a reçu l'ordre d'aller au secours de Bazaine, etc. Bon. Donc, von Moltke, qui est en centrale, avec l'état-major général, le roi Guillaume Ier, il a la manœuvre suivante, c'est de poursuivre, ils sont toujours en poursuite de MacMahon, et puis de barrer la route avec le restant des troupes, plus des renforts qui sont arrivés, et donc ils ont créé ce qu'ils appelaient une 4e armée ou une armée de la Meuse, de couper la route, de couper la Meuse pour éviter le regroupement des deux armées. Et donc, il y a une série de combats. MacMahon n'a pas toutes les infos, il pense simplement qu'il est poursuivi, si je puis dire, par une seule armée. Il n'a pas encore en tête qu'il va être rejoint par une autre armée encore prussienne, enfin une armée allemande. Et donc les Français sont surpris à Beaumont, ne peuvent plus traverser la Meuse, continuent à se replier vers le nord et donc atteignent Sedan. Donc voilà pourquoi ils rejoignent, MacMahon rejoint Sedan, suivi d'ailleurs, enfin, avec lui, l'empereur. Dernier, on n'est pas loin maintenant, on est 30 août, 1er septembre, donc on n'est pas loin du début de la fin. Donc la bataille de Sedan. La bataille de Sedan, simplement pour dire que Sedan, c'est une cuvette, donc d'un point de vue tactique, ce n'est pas extraordinaire. On a de l'ordre de... Alors, il faut toujours se méfier des chiffres, enfin, moi j'ai des chiffres de l'ordre de 120 000 hommes à peu près, l'armée de MacMahon, avec l'empereur. Et puis on a donc la 3e armée, le Kronprinz, qui est arrivé derrière, et plus la 4e armée, donc de l'ordre de 200 000 Allemands, Bavarois, Prussiens, et on passe. Au passage, qui montre l'importance, toujours au centre de décision, le grand état-major, avec le roi Guillaume Ier, von Moltke, etc., lui, il est sur les hauteurs de Sedan, et c'est lui qui dirige la manœuvre des deux corps d'armée autour de Sedan. Alors, supériorité en effectif, grosse supériorité d'artillerie. MacMahon est blessé d'ailleurs au bout d'une journée, enfin ça va assez vite. Bazeille, pour info, pour le situer, là c'est les troupes de marine à la maison de la dernière cartouche face aux Bavarois. J'étais impardonnable de les avoir oubliés. Et donc, le MacMahon est blessé.
Là aussi, problème de commandement, parce que parmi les subordonnés de MacMahon, vous avez le général Ducrot. Donc MacMahon, étant blessé, lui donne le commandement. Et dans la journée, vous avez le général de Wim Flen, donc général arrivé, qui était une semaine avant en Algérie, sort une lettre du ministre de la Guerre disant que c'est lui qui, en cas de blessure de MacMahon, prend le commandement. Voilà. Là où ça pose un petit problème, c'est que Wim Flen, il avait, quand MacMahon est blessé, il avait en tête d'essayer de se dégager vers Mézières. Donc du coup, il fait abandonner Bazeilles. Et je dirais, une demi-journée après, comme Wim Flen prend le commandement, lui, son objectif, son ordre, c'était de rejoindre Bazaine. Donc il dit non, terminé, on va essayer de rompre le dispositif, de rejoindre Bazaine. Donc ordre contre ordre, en tout cas, toujours est-il qu'ils sont encerclés, bombardés, etc. Et donc le 1er septembre, l'empereur fait hisser le drapeau blanc. Là aussi, bisbille au niveau des troupes françaises, parce que l'empereur n'est pas le commandant des troupes, donc n'a pas à hisser le drapeau blanc. Normalement, c'est le général, donc c'est lui qui fait baisser le drapeau, on en remonte un autre, etc. Bon, toujours est-il qu'il y a capitulation. Ça, je reviendrai peut-être dessus. J'avais mis plein au cas où. Donc, le 2 septembre, Napoléon III rejoint, alors c'est Don Chéry, je crois, c'est donc sur les hauteurs, il veut rejoindre Guillaume Ier pour discuter avec lui, négocier avec lui sa capitulation. Bismarck sait que Napoléon III arrive, il l'intercepte pour justement poser ses conditions à lui, et donc la discussion de l'empereur avec Bismarck se termine, Bismarck lui disant « c'est capitulation sans condition, et quand vous aurez capitulé, vous pourrez voir Guillaume Ier ». Et donc, lorsque Napoléon III, finalement, 2 jours après, rencontre Guillaume Ier, la capitulation est déjà signée, sans condition. Voilà. Et d'ailleurs, le 4 septembre, c'est la chute de l'Empire et le vote le début de la Troisième République. Donc voilà les opérations militaires que j'ai traitées malheureusement un peu longtemps en une demi-heure. Et donc, on va voir pourquoi on en est arrivé là aussi vite et aussi malheureusement. La première raison, c'est une raison d'effectif. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, au début des opérations, 250 000 du côté français, 500 000 pratiquement du côté allemand. Là, les effectifs. En France, il faut savoir qu'il n'y avait pas de service militaire obligatoire, loi de 1832. C'était une armée de volontaires, de métiers de volontaires, plus des hommes du contingent tirés au sort en 2 fractions. Donc, quelques-uns, je n'ai pas les effectifs précis, mais qui étaient incorporés pour 7 ans. On dirait que ça fait un peu armée de métier. Hein. Et puis, la grande majorité qui était en réserve, mais en fait, en réserve... Alors heureusement, peut-être pas comme en France, encore qu'en ce moment, mais en réserve, sans instruction. Voilà. Donc en fait, aucune instruction militaire, on ne peut pas compter dessus. Autre problème, vous avez les tirages au sort pour un service, ce n'est pas forcément enthousiasmant. Voilà. Napoléon III avait quand même bien vu le problème et avait vu avec son ministre de la Guerre de l'époque, vers les années 60, le maréchal Niel, mais la réforme n'avait pas abouti pour des raisons d'ailleurs financières et du Parlement. Au total, en 1870, au début de la guerre, il y a une armée d'actifs de 640 000 hommes, tout confondu. Le problème, c'est qu'il y a l'Algérie, les colonies, les places fortes, l'intendance, et donc on en arrive à peu près à nos 300 000 hommes disponibles, dont les 250 000 de l'armée du Rhin. Du côté de l'armée prussienne, alors là j'ai découvert, j'étais un peu estomaqué, il y avait un service obligatoire, alors dit comme ça paraît beau, de 25 ans, c'est-à-dire de 17 ans à 42 ans. En fait, pas mal fait, 3 ans dans l'armée d'active quand même, ensuite 4 ans dans la réserve de l'active, avec de l'entraînement, etc. 5 ans dans l'Anvers, armée de réserve, avec quand même un peu et puis 13 ans armée territoriale, etc. Donc en fait, ils étaient suivis pendant... et surtout actifs pendant 3 ans, et puis pendant les 4 ans qui suivaient, ils étaient quand même encore instruits, formés, etc. En 1870, donc il y avait de l'ordre près de
plus de 1 100 000 hommes, 2050 canons et 27 000 officiers. Bon. Et tout ça, 15 corps d'armée, bavarois, wurtembergeois, badois, et qui peuvent être regroupés en 1, 2, 3, 4. Enfin, vous avez eu 3 armées ou même une 4e en cours de... Voilà. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, disponible en première ligne, c'est 600 000 hommes. 600 000 hommes, donc nos 350 000 des 3 armées initiales, avec d'autres qui arrivent déjà en renfort, et possiblement encore 190 000 hommes. Bon, tout ça servira quand même pour toute la guerre, puisque moi je m'arrête le 2 septembre, mais évidemment ça continuera et tout le monde aura besoin de tous ces effectifs. Mais le premier sujet déjà, c'est qu'au départ, il y a une nette supériorité en effectifs de l'armée prussienne. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est moi ce que j'appelle l'expérience opérationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé du côté français depuis la fin du Premier Empire ? En fait, on a un empire colonial qui est passé de 300 000 km² en 1851, début du Second Empire, on va dire, à plus de 1 million de km² en 70. C'est l'époque, j'avais découvert à l'occasion de ce dîner, quand j'avais préparé, c'est une grande époque coloniale, puisque c'est Abdelkader en Algérie, c'est la guerre de Crimée, alors ça c'est pas la colonie, mais la guerre de Crimée et Sébastopol, bien connu des militaires. C'est mieux connu la guerre contre l'Autriche, Magenta, donc Magenta, 60 000 hommes, c'est le nombre c'est les effectifs français dans la bataille. Alors si je vais le mettre, c'est parce que justement les batailles au maximum, on était monté quand même à Solferino 120 000 hommes, hein, mais donc c'était des effectifs 60 et 120 000 hommes. Et puis l'expédition du Mexique. Hein. Et donc tous les maréchaux qu'on a vus tout à l'heure, Leboeuf, MacMahon, Bazaine, en fait, ils ont tous été en Algérie, en Crimée, se sont illustrés en Autriche, enfin en Italie en l'occurrence, à Magenta et à Solferino. Bazaine, il a même commandé l'expédition au Mexique. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont de l'expérience de ces combats, mais outre-mer, si je puis dire. Alors, en Italie, peut-être pas. L'expérience haute intensité, c'est celle de l'Autriche. En face, depuis 1806, donc je reviens à Jena Auerstadt, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, il y avait à l'issue de la victoire de Napoléon, des restrictions qui sont imposées à l'armée allemande, mais ils ont leur système de Landwehr, hein, donc d'armée de réserve, d'instruction, etc., qui fait que j'ai découvert qu'il y avait un contingent de 40 000 Prussiens qui étaient dans la grande armée quand ils sont allés à Moscou, qui s'est retourné d'ailleurs, qui s'est retourné contre les Français lorsqu'il y a eu le retour. Et puis surtout, dès Leipzig, il y avait de l'ordre de 150 000 Prussiens qui étaient dans la guerre, dans la bataille des nations. Alors pas à Waterloo même, mais dans la campagne de France, il y avait déjà 250 000 Prussiens. Et Blücher qui arrive à Waterloo. Bon, mais après, on a une période plus tranquille, on va dire. Mais surtout, on a depuis une petite dizaine d'années avant 70, 2 batailles, je dirais, centre-Europe, comme on dirait maintenant, haute intensité. Donc la guerre contre le Danemark, alliée avec, enfin, les Prussiens et les Autrichiens contre le Danemark, donc Schleswig-Holstein, je ne sais pas si je prononce bien. Pas des effectifs énormes, mais surtout la guerre contre l'Autriche, avec Sadova, 200 000 hommes de chaque côté, donc une bataille à 400 000 hommes, plus grande bataille pratiquement avant la première guerre mondiale. Apparition d'armements modernes, les canons dont on va parler tout à l'heure, etc. Donc grosse bataille et expérience de ce combat contre des armées européennes assez fraîche du côté prussien. Dans cette affaire-là, troisième élément, c'est le commandement, l'instruction, la formation. On s'aperçoit souvent que quand on a perdu, on fait un retour d'expérience, on en retire des enseignements, alors que quand on a gagné, de temps en temps, on se laisse forcément un peu. Alors, du côté, je
je vais démarrer cette fois-ci du côté prussien. Ben, en 1806, les Prussiens tirent tout de suite les leçons et donc ils créent la Kriegsakademie, donc l'école de guerre allemande, qui va former pendant des années et des années les états-majors allemands avec de la formation, des exercices sur le terrain, des Kriegspiel, etc. Et donc cette Kriegsakademie, au passage, elle est commandée pendant une quinzaine d'années par Clausewitz, donc un des plus grands stratégistes. Donc on a quand même une formation des officiers et des états-majors prussiens de très haute qualité. Là où, du côté français, il n'y a pas d'école de guerre, il n'y a pas encore d'école de guerre. L'école de guerre, on la créera après 70, puisque là, comme on s'est fait démolir, on en tire aussi des enseignements. On se dit que c'est quand même bien d'avoir une école de formation. On a un corps d'état-major, de corps d'officiers d'état-major, et en fait, tous les polytechniciens, beaucoup de polytechniciens qui venaient dans les armées, dans les armes techniques, génie, artillerie, etc., tous les polytechniciens et les majors de Saint-Cyr, très vite, ils partaient dans ce corps d'officiers d'état-major, et avec du coup peu d'expérience de la troupe, et peu de connaissances des unités. Donc on a, du côté français, des officiers qui sont soit des officiers de troupes qui n'ont pas d'expérience d'état-major, pas d'expérience, qui n'ont pas d'école de guerre, etc., ou un corps d'état-major qui n'a pas d'école de guerre, mais qui en plus n'a pas l'expérience, peu d'expérience des corps de troupes. Là où du côté allemand, en plus de la Kriegsakademie, il y a tous ces exercices très réguliers faits par les corps, avec une dizaine d'exercices par an. Donc les officiers prussiens connaissent leur corps, leurs troupes, leurs régiments, leurs unités, sont habitués à travailler ensemble. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, deuxième facteur, l'expérience opérationnelle avec des gens qui ont plutôt été, dont les chefs, dans des colonies, Crimée, Mexique, Algérie, c'est pas la même chose que les Autrichiens en 66 en particulier. Là où on a des troupes prussiennes qui, elles, ont combattu, viennent de mener deux guerres victorieuses au Danemark et contre l'Autriche. Troisième facteur, oui, c'est l'aspect que j'ai appelé stratégique et logistique. Stratégique et logistique. Stratégique, c'est von Moltke. Von Moltke, il a été élève, on a travaillé avec Clausewitz. Et alors, je ne m'hasarderai pas à prononcer un allemand, mais enfin, il avait progressé séparément, frappé en groupe. On se disperse et on se regroupe pour frapper. Et on retrouve ce que Foch, après, nous on a trois principes principaux, mais si je puis dire justement, de principes d'action en guerre, c'est notamment la concentration des efforts. Voilà. Donc, concentration des efforts. Mais avant, je progresse séparément pour justement masquer à l'adversaire mes intentions. Et ensuite, on se regroupe pour le frapper. Et pour ça, il profite de progrès techniques et technologiques. C'est d'une part développement du chemin de fer, et lui, il s'appuiera beaucoup, avec notamment des responsables militaires mis à la tête de chacune des grandes branches de chemin de fer, etc. Donc il s'appuie beaucoup là-dessus. Et le développement du télégraphe, c'est-à-dire que pour passer des ordres, pour coordonner ces armées, eh bien, au lieu de passer par des estafettes à cheval, tout ça, ça se fait par télégraphe, c'est fait de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantanée, on est beaucoup plus réactif. Ça, c'est l'aspect stratégique, et von Moltke a été un excellent stratège. Et d'un point de vue plus logistique, du côté allemand, des services d'intendance, de santé, de transport et de ravitaillement bien assurés, jamais parfait, bien assurés, notamment en tout cas, par comparaison avec l'armée française, beaucoup plus hétéroclite. Et donc j'ai retrouvé dans le document, dans un escadron c'est une centaine de cavaliers. Il manquait 10, 15 chevaux, et il manquait aussi des chevaux pour les attelages d'artillerie. Et on va voir que ça, c'est assez important. Et je vois dans un certain nombre de documents, je sais pas, que les officiers français n'avaient pas les cartes des régions frontalières. Des régions. Et il n'y avait pas de GPS à l'époque. Voilà. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'avaient les officiers allemands. Mais en tout cas, les officiers français, ils n'avaient pas les cartes Donc, deuxième aspect.
Au passage, je me permets de dire quand même, d'un point de vue logistique, j'ai trouvé dans les documents, dans les anecdotes, que dans les manœuvres et au combat, les Allemands, enfin les Prussiens et les Allemands, étaient généralement dans des villages, dans des hameaux, là où les Français s'installaient dans des camps de toile en pleine campagne. Si je dis ça, c'est que pour l'anecdote, bon, moi j'ai servi aux forces françaises en Allemagne dans les années 80, et j'ai fait un certain nombre d'exercices avec nos amis, quand même, à ce moment allemands, et c'est vrai que les troupes françaises, on avait l'habitude d'aller se paumer dans les bois, sous la tente, etc. Et quand on allait voir les PC allemands qui manœuvraient avec nous, ils étaient dans les Gasthaus, dans les restaurants, ayant tendu leurs câbles, etc. Bon, très opérationnel, hein, mais bien frais, dispo, et pouvant travailler dans d'excellentes conditions. Donc je me suis dit, tiens, déjà à l'époque, hein, il y avait ce souci-là. Donc voilà un certain nombre de facteurs déjà qui montraient que les Prussiens partaient avec beaucoup d'avantages sur les Français. Maintenant, on va rentrer dans les modes d'action et dans les équipements. Premier mode d'action, c'est la cavalerie. Pour dire que la cavalerie française, elle était plutôt dans de la grosse cavalerie, plutôt ce qu'on appelle le choc, c'est-à-dire la vitesse et la masse. Donc c'est les cuirassiers. Là où les Allemands en avaient, enfin les Prussiens en avaient aussi, mais avaient proportionnellement beaucoup plus de cavalerie légère, des Uhlans, qui eux vont plutôt faire du renseignement, vont couvrir les mouvements. Là, alors nous on a les hussards aussi, hein, mais les Allemands en avaient beaucoup plus. Hein, et donc on a un peu deux logiques dans l'emploi de la cavalerie, qui commence quand même un peu à disparaître à ce moment-là. La logique française du choc, de la cavalerie lourde, et la logique plus prussienne-allemande d'utiliser plutôt la cavalerie en reconnaissance de ces mouvements. Là où en fait, en 70, ça va commencer à mal tourner pour justement, parce qu'on va passer du choc au feu, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, c'est que quand vous avez en face des armes à feu et des canons qui sont maintenant très efficaces, bien, la cavalerie, elle ne l'emporte pas. Et donc, il y avait deux exemples, hein, on revient à Reichshoffen, Morsbronn, etc., où deux régiments de cavalerie ont reçu l'ordre. Ce n'est pas de bonne volonté, c'est parce qu'ils devaient couvrir le repli de MacMahon, de charger dans la région de Morsbronn. Donc, ils chargent dans le village et ils s'en mangent, si je puis dire, dans le village. Et ils sont, je crois qu'il y a 15 cavaliers sur un régiment qui ressortent. Puisque les Prussiens, eux, étaient aux fenêtres, et c'est du tir au pigeon. Il y a beau avoir une cuirasse, un sabre, peut-être un pistolet, ça ne tient pas très longtemps. Première chose. Et deuxième, là, il y a 4 régiments de cuirassiers qui chargeaient, c'est une deuxième charge, contre les... Alors, dans un terrain qui n'était pas très favorable, parce qu'il y avait de la vigne, etc. Donc, contre, je ne sais plus, j'avais noté X régiments d'infanterie, mais surtout aussi de l'artillerie. Et donc, les cuirassiers n'atteindront même pas les troupes allemandes. Voilà. Décimés par l'artillerie allemande et les fantassins avec leurs armes à feu. Donc, on voit les limites, hein, dans l'emploi de la cavalerie, telle que la voyaient les Français à ce moment-là. Hop. On en arrive aux équipements. Alors, on démarre par une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une des seules. Le seul équipement pratiquement où on avait l'avantage, c'était le fusil. On avait un fusil chasse-peau de 66, donc très récent. Chargement par la culasse, bon, peu importe, 7 à 14 coups minute. Alors, les portées, j'en ai vu, j'ai vu des tas de documents savants, etc. Bon, il faut juste savoir que un fusil comme ça pouvait aller, la balle pouvait aller jusqu'à 1600 mètres, mais enfin, de toute façon, ça ne sert à rien, on ne vise pas. Hein. Et on met portée, on parle de 600 mètres. En fait, bon, la portée pratique, celle qu'il faut que vous reteniez, c'est celle de 200 mètres. Hein, 200 mètres, c'était un fusil quand même précis. Et il était surtout supérieur en portée, en précision, et la balle en pouvoir vulnérant, au fusil Dreis allemand. Il y avait un fusil à peu près équivalent aussi pour les Bavarois. Alors vous me direz, ils sont tous les deux chargements à culasse. Une petite différence, moi
c'est que là, c'était du métal contre du métal, là où les Français là, avaient trouvé un système enfin, il y avait un système qui faisait que c'était beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, on avait un fusil pour l'infanterie beaucoup plus efficace du côté français. Et alors, les statistiques ou les chiffres, pardon, veulent dire ce qu'ils veulent dire, enfin, c'est toujours avec des limites, mais j'ai vu des documents qui étaient indiqués qu'on considère que 80% des pertes prussiennes ont été causées par le fusil Chassepot. Voilà, donc en tir fantassin contre fantassin. Donc ça, c'est le seul petit équipement, enfin un équipement important quand même, hein, en faveur des Français. Et après, on arrive quand même à ce qui n'est pas du tout en faveur, c'est l'artillerie. Alors, du côté français, on a quoi? On a d'abord que de l'ordre de 1000 pièces. On a des canons en bronze. Les Français étaient encore un peu... Des canons en bronze, parce que les canons en acier, ça démarrait juste, donc les artilleurs n'avaient pas trop confiance et donc n'avaient pas encore milité sur le changement. Donc, canon en bronze, chargement par la bouche, 2 calibres, donc vous voyez un calibre 4 et 12, en fait c'est le poids des obus. Hein, donc de l'ordre de 4 kg, de l'ordre d'un peu plus de 11,5 kg. Donc un calibre 4 porté de l'ordre de 1850 mètres, calibre 12, 3000 mètres. Ces canons qui en plus n'utilisaient que surtout des obus fusants. Alors fusant c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait vous réglez votre obus, enfin vous allumez à l'endroit qui va bien, pour justement avoir un obus qui va exploser à 1500 mètres, alors ça c'était plutôt calibre 4, ou à 2800 mètres. Il explose, c'est un temps de retard. En fait, si vous tirez plus ou moins long, eh ben, vous pouvez avoir un obus qui va exploser trop tôt, ou qui va exploser en l'air, donc ça c'est bien, mais les obus qui peuvent aller taper avant le sol, qui rebondissent et qui seulement plus tard explosent. Des obus aussi à balles, ça c'était plutôt utilisé. Obus à balles, c'est des obus avec à l'intérieur un certain nombre de billes en acier, etc., qui vont aller très loin et vont plutôt être utilisés contre des troupes à pied. Et puis des boîtes à mitraille, comme indique son nom, c'était vraiment en combat rapproché. Si l'ennemi s'approche des pièces, ben, on met pratiquement que des balles dans le canon et on tire devant. Voilà. De l'ordre de 240 coups par pièce. En face, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord 2 fois plus de pièces d'artillerie. Déjà plus de pièces d'artillerie. 2. Alors, c'est pas parce que c'est Krupp, je ne fais pas de publicité, hein, mais c'est déjà du canon en acier, chargement par la culasse. Je ne fais pas de dessin. Enfin, si, je vous montre un petit. Mais donc, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Eux, ils ont aussi. Alors, comme je me suis intéressé ou je me suis limité aux canons de la première partie, je ne vous ai pas mis les canons de siège. Et d'ailleurs, quand j'ai cherché des dessins ou des illustrations, j'ai surtout des illustrations des canons de siège de Paris, mais pas beaucoup, parce qu'effectivement, ils bougeaient beaucoup de la première partie. Mais là, pour cette partie-là, ben, calibre 4, portée 2500 mètres, calibre 6, portée 3500 mètres. Donc vous avez 2 fois plus de pièces d'artillerie qui se chargent beaucoup plus vite, qui portent beaucoup plus loin, et en plus avec des obus percutants. Beaucoup percutants, c'est ça explose au moment où ça tape par terre. Enfin, ça tape un objectif. Voilà. Donc c'est maintenant plutôt ce qu'on utilise. Bon, on peut utiliser les deux. Ils avaient aussi des obus fusants, hein, enfin, qui pouvaient régler, mais eux c'était plutôt des obus percutants. Et puis en termes de pièces enfin de coûts par pièce d'artillerie, 2 fois plus pratiquement. Donc vous voyez une énorme supériorité technique déjà des pièces d'artillerie. Et alors le dessin, ah oui, pardon. Je vous montre aussi, j'ai gardé le même, mais ici l'apparition des canons à balles de Réfi. Donc je suis désolé, peut-être qu'au fond vous ne voyez pas très bien, mais enfin, vous avez ici 25 canons. Donc c'était 25 canons qui pouvaient tirer en fait 75 coups, 75 balles du coup en 1 minute. Donc c'est un peu dans la succession de la Gatling. Et au passage, il y a eu un changement quand même, j'aurais pu le citer tout à l'heure, c'est qu'on est en 70. La guerre de sécession est passée par là, 1861, 1865. Au passage, j'étale ma science quand même, c'est la guerre de sécession. Alors, bon, il y a beaucoup de victimes civiles,
mais la guerre de sécession, il y a plus de pertes américaines que cumulées la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Voilà. On a du mal à imaginer ça, mais donc la guerre où il y a eu le plus de pertes américaines, c'est quand ils se sont tapés dessus entre eux. 650 000. Et je crois que ça doit être de l'ordre de 200 000 militaires et pertes civiles, mais là, bon, c'était civilo-militaire. Et puis, c'est une époque, un peu encore 70 aussi, où il y avait beaucoup de pertes, de tuer tout de suite. Et puis, si vous étiez blessé, vous n'aviez pas beaucoup de chance forcément d'y rester. En tout cas, moi, j'ai vu des reportages sur la guerre de sécession qui étaient assez impressionnants. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça, c'était une très bonne... Ça venait juste de se lancer. D'ailleurs, ça avait été promu par l'empereur, qui était officier d'artillerie. Bon, il avait fait 3 ans en Suisse. Bon, c'est pas vraiment un militaire, hein, l'empereur, mais il était intéressé par la technologie. Il avait lancé ça. Et le problème, c'est que en 70, c'est encore considéré comme une pièce d'artillerie. Donc, c'est employé par l'artillerie. Donc, l'artillerie, elle n'est pas tellement en première ligne. Et donc, à part Mars-la-Tour, siège de Metz, où là, il y a eu ils ont réussi à décimer avec 60 pièces un régiment de cavalerie, justement, cette fois-ci prussien. Mais bon, ça a été sous-employé. Donc ça, c'est les équipements. Et ces diapos, ces images, donc je suis désolé, une nouvelle fois, je n'ai pas d'image de batterie en manœuvre, etc. Je m'appuie juste dessus pour dire que les Allemands travaillaient beaucoup en batterie contre batterie. Vous avez vu qu'ils avaient une portée supérieure. Donc, dès que l'artillerie française était repérée, l'artillerie allemande, pouvant en plus tirer plus loin, hein, plus efficacement, neutralisait l'artillerie française. Donc, ils avaient aussi une manœuvre, on a parlé tout à l'heure d'attelage de chevaux, donc l'artillerie allemande beaucoup plus manœuvrante, faisant aussi des grandes batteries, parce qu'une batterie, normalement, c'est 6 pièces, mais ils étaient capables de regrouper avec des grandes batteries d'artillerie, là où les Français, c'était batterie par batterie, 6 pièces à la fois. Donc, l'artillerie française se faisait rapidement submerger par l'artillerie prussienne, et l'artillerie prussienne était très efficace aussi contre les troupes, et dans les sièges, évidemment. C'est bon, je suis dans le temps. Voilà. Donc je termine par les enseignements que moi j'en ai tirés, puis je commence à tirer les enseignements, mais on pourra le voir. Bon, d'abord, l'étude de la campagne de 70, enfin, la première partie, et de tout ce que je vous ai montré, c'est assez illustratif de l'évolution de la combinaison des 3 modalités. Quand on est en guerre, vous avez 3 modalités, le choc, la manœuvre et le feu. Voilà. Alors, ce n'est pas l'une ou l'autre, etc. C'est une combinaison. Le choc, c'est quoi? C'est la masse et la vitesse. L'illustration, c'était, on a vu tout à l'heure, les cuirassiers, où c'est des troupes de fantassins. Alors, dès la Grèce, hein, bon, il y a une masse de guerriers qui rentrent dans la masse adverse. Bon, ça, c'est le choc. La cavalerie, le choc. La manœuvre, c'est je dirais, c'est un peu l'antithèse. Hein, c'est que je ne vais pas attaquer frontalement. Je vais faire de la manœuvre tactique, c'est-à-dire je vais attaquer l'ennemi sur le côté, voire par derrière, ou de la manœuvre stratégique. Je vais le prendre, je vais lui couper ses arrières. Quand vous avez une troupe qui n'a plus de ravitaillement, plus de munitions, plus de logistique, etc., ça devient beaucoup plus difficile. L'empereur Napoléon Ier a remporté quelques victoires où, justement, il a pu obtenir la reddition de l'adversaire sans même se battre. Ça, c'est le côté chinois, si je puis dire. Hein. Battre l'ennemi sans même se combattre, parce qu'en fait, on lui a montré que, ça y est, il n'était plus dans des conditions de victoire. Donc ça, c'est la manœuvre, plus en souplesse. Et puis, le feu, ça porte son nom. Hein. Voilà, ça part du feu tactique, si je puis dire, la balle, jusqu'à du feu qui peut maintenant être stratégique, avec l'armée de l'air et évidemment l'arme nucléaire. Et donc, en fait, quand on parle de la fin, 1806 à 1870, en fait, on a un changement qui a peut-être,
enfin, qui a été moins bien perçue par les Français, en tout cas, que par les Prussiens. On est passé un peu de la manœuvre et du choc, hein, c'est-à-dire les fantassins, de la cavalerie qui l'emporte, etc., avec Napoléon Ier, à la manœuvre et du feu. Donc toujours de la manœuvre, mais le feu a remplacé le choc. Une des illustrations quand même de la fin du Premier Empire, c'est Waterloo, où les charges de cuirassiers ne l'emportent pas sur les carrés britanniques, qui commencent à avoir des armes bien carrées, etc. Donc le choc ne l'emporte pas, c'est le feu, les armes individuelles et des carrés britanniques. C'est déjà un petit signe avant-coureur de ce changement. Et là, dans les équipements que je vous ai montrés, l'artillerie, enfin, l'arme individuelle, le fusil, les pièces d'artillerie, le feu fait que maintenant, il l'emporte largement sur le choc. On ne peut plus difficilement l'emporter par une charge de cavalerie, des troupes qui se massent pour... voilà. La préparation se fait par le feu et après, on occupe sur le terrain. Le deuxième remarque en 70, c'est... Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes, mais on pourra les remontrer tout à l'heure. Si je vais quand même... Non, parce que ça va être compliqué, je vais m'emmêler les pinceaux, je vais montrer tout à l'heure. C'est que, en fait, vous avez... Je vais parler des principes. Le premier principe, c'est la liberté d'action. Vous avez dû noter sur la carte qu'est-ce qui s'est passé. On a une armée, un camp qui en fait n'a pas de plan, qui est en permanence sur la défensive, qui n'est pas coordonné, face à une armée avec un commandement unifié, von Moltke, hein, qui est toujours en plus au point stratégique, au départ à Metz quand il faut boucler Metz, puis à Sedan. Et c'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui imposent le rythme de l'action. Premier problème. Deuxième, concentration des efforts. On a des armées françaises qui sont disséminées, qui sont coupées en deux, etc. Là où, en fait, on retrouve l'illustration des principes de Moltke et aussi de concentration des efforts, économie des moyens, c'est-à-dire que je suis sur plusieurs axes, je suis dispersé, et après, je me concentre sur les premiers villages en Alsace, et je l'emporte à 10 contre 1, je me concentre sur Metz, et je finis par l'encercler, et puis après, je me disperse, et je me reconcentre sur Sedan, j'encercle le corps de Châlons, l'armée de Châlons, et je l'emporte. Donc, concentration des efforts. Autre remarque, l'importance de la logistique. Donc, ça, c'était transport par voie ferrée, le rôle des transmissions. Le rôle du renseignement, ça, c'est très... Il y a beaucoup de batailles à toute époque, y compris d'ailleurs pendant le Premier Empire, où en fait, souvent, d'ailleurs, Waterloo, c'est est-ce que c'est Grouchy? On ne sait pas. Non, c'est Blücher. Donc c'est le brouillard de la guerre. On ne sait pas exactement qui va arriver, où on en est, etc. Là, du côté prussien, d'abord, ils avaient beaucoup de renseignements, je ne vais pas détailler avant, sur l'armée française avant la guerre de 70. Beaucoup d'informations sur son degré de préparation, voire d'impréparation. Et puis, pendant le conflit, je ne pense pas que les Français, en tout cas quand on voit les documents, ils ne savaient jamais très bien où étaient les Prussiens, ce qu'ils faisaient, quelle leur était l'idée de manœuvre, d'où Marc Marion qui va s'enfermer Sedan, là où les Prussiens étaient bien renseignés, y compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les journaux de l'époque qui annonçaient pratiquement les intentions de l'état-major. Voilà. Et je fais juste un petit saut en avant, si je puis dire, et puis je vais répondre surtout après à vos questions. On est une époque, alors maintenant on va dire l'Ukraine, Ukraine-Russie, c'est le feu maintenant qui prime. Vous n'avez pas de... Bon, il y a eu l'offensive sur Kiev au départ, mais bon, s'il y a stabilité maintenant, c'est qu'effectivement, vous ne sont pas capables de l'emporter par le choc, et on grignote par le feu, par l'artillerie. Le feu prime maintenant, qu'il soit stratégique, ou donc armée de l'air, missiles, drones, enfin pas drone, on est plutôt du côté tactique. Un des problèmes maintenant qui n'existait pas à l'époque, problème, avantage, c'est la transparence du champ de bataille, avec les satellites, les moyens d'écoute électronique, etc. On est capable d'avoir une image assez fidèle, et donc dès qu'il y a une concentration de forces, de blindés, etc., hop, on fait intervenir le feu, donc ce qui fait que les Russes, qui ont quand même des effectifs, des blindés en nombre très important, ne peuvent pas se concentrer, parce qu'effectivement, s'ils se concentrent, ils vont subir des tirs importants, avec maintenant des munitions, des tirs qui vont taper précisément à un endroit. Donc, transparence du champ de bataille. Et dernier renseignement, c'est
préparer la guerre de demain. On voit la difficulté à l'époque, en 70, pour un certain nombre d'acteurs, notamment les chefs, de passer de guerre coloniale, de guérilla, etc., à une guerre haute intensité, classique, etc. Il faut réapprendre, etc. Et je dirais que c'est un des challenges en ce moment pour l'armée française, où il y a eu beaucoup d'engagement, on va dire ça, plutôt lutte contre le terrorisme. On dirait, vous avez parlé d'Afghanistan, le Sahel, etc. Un des soucis du CEMAT, enfin, du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, maintenant le général Mandon, du chef d'état-major d'armée terre, et des deux autres chefs d'état-major, c'est bien d'être prêt pour maintenant, mais de préparer la guerre pour demain s'il y en a, avec la maxime de faut gagner la guerre avant la guerre. Si vous êtes assez fort, eh bien, on peut espérer que vous aurez dissuadé l'adversaire, et c'est ça qui vous évitera de mener la prochaine guerre. Voilà, donc j'ai été un peu long, mais écoutez, maintenant je me prête à vos questions. Alors je ne sais pas quels sont les us écouteurs.